C'est une icône du XXIe siècle. Vous connaissez tous son visage, Bill Gates, fondateur de Microsoft. Bonjour. C'est une occasion unique aujourd'hui. Nous avons travaillé dur pour créer cette nouvelle version de Windows. Et nous sommes très excités à l'idée de voir comment les gens vont l'apprécier. Roi de l'industrie du logiciel, il y a plus de 30 ans, le jeune Bill Gates est l'un des premiers à avoir prophétisé que le micro-ordinateur allait envahir nos bureaux, nos maisons, nos vies. Compter, écrire, communiquer, se divertir. Aujourd'hui, allumer son ordinateur, c'est avoir Bill Gates derrière son écran. Ces logiciels font tourner près de 9 ordinateurs sur 10. Une révolution qui a fait la fortune de Bill Gates et de son empire, Microsoft. Génie visionnaire pour certains, dangereux businessman pour d'autres, Bill Gates, depuis toujours, n'a qu'une seule obsession, sa réussite. Il m'a expliqué sur un tableau blanc, très précisément, comment il allait conquérir le monde. Aux États-Unis, votre réussite se juge à l'argent que vous gagnez. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour mesurer la réussite. Alors il a tout de suite voulu gagner le plus d'argent possible. Il a toujours couru après le pouvoir. Il doit toujours être le numéro 1. Il ne conçoit pas autre chose. L'histoire de cet homme obsédé par sa propre réussite commence sur la côte ouest des États-Unis à Seattle, surnommé Jet City, à cause de la présence du puissant constructeur Boeing. Né en 1955, Bill Gates grandit dans le quartier résidentiel le plus huppé de la ville, car c'est le rejeton d'une famille fortunée. Son père est un avocat réputé. Sa mère, femme au foyer, s'investit dans les œuvres caritatives. Les parents du petit Bill vont tout faire pour lui inculquer dès son plus jeune âge l'esprit de compétition. Leur fils doit être le meilleur, surpasser les autres. Il a grandi dans un environnement familial où l'on organisait tout le temps des tournois de jeux. Ça pouvait être des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de stratégie. Et il adorait gagner. Ça explique son goût pour la compétition depuis le plus jeune âge. Son père est alors son modèle. C'est l'un des plus grands avocats de la ville. Sa réussite le fascine. Dès l'âge de 10 ans, Bill n'a qu'un objectif, réussir lui aussi. Alors, contrairement à ses petits camarades qui jouent au baseball, il préfère passer son temps plongé dans cette encyclopédie en 22 volumes qu'il apprend page après page. Il avait déjà un QI très élevé, 180. Certains de ses professeurs m'ont dit qu'il était supérieur à celui d'un génie. Il avait une mémoire visuelle incroyable, il était toujours très motivé à se surpasser. Le destin de Bill Gates va se jouer dès l'âge de 12 ans, dans cette école de Seattle, Lakeside School. Car c'est ici, en 1967, qu'il va faire la découverte de sa vie. Ici, vous êtes à Lakeside School. C'est dans cet établissement que Bill Gates a passé ses années de collège et de lycée. Fred Wright l'a bien connu. C'était son prof de maths. Mais surtout, celui qui lui a fait découvrir un univers alors inconnu du grand public, l'informatique. Lakeside School est alors une des premières écoles du monde équipée d'un ordinateur. Voilà à quoi cela ressemble à l'époque. Un ensemble d'énormes machines qui remplit une pièce entière. En cette fin des années 60, l'ordinateur ne sert encore qu'à effectuer de savants calculs statistiques. De l'ordinateur de l'école, il ne reste plus aujourd'hui qu'un vestige, ce clavier. Il était devant cet ordinateur toutes les après-midi. Il séchait même les cours de gym pour s'enfermer dans la pièce de l'ordinateur. Bill n'est encore qu'un gamin, mais il n'a déjà qu'une seule idée en tête, percer les mystères de cette machine. Il va très vite étonner son prof de maths. On avait beau lui donner des conseils, lui proposer de l'aide. Ça ne servait à rien, car il maîtrisait déjà tout. Il était souvent très impatient avec les autres élèves. Il ne comprenait pas pourquoi il n'allait pas aussi vite que lui. Bill Gates n'a que 12 ans, mais il est déjà visionnaire.
Il est convaincu que bientôt l'ordinateur va bouleverser la vie des gens. Mais son intuition, c'est que plus que la machine, ce sont les programmes pour l'utiliser qui vont permettre cette révolution. En 1968, il rencontre Paul Allen, un élève qui a 2 ans de plus que lui. Ils ne se quitteront plus. Ensemble, ils vont concevoir leur tout premier programme, un logiciel pour gérer automatiquement les emplois du temps de toutes les classes de l'école. Ils ont passé un temps fou à travailler sur ce programme de gestion des emplois du temps de l'école. En fin de compte, ils ont réussi à créer un programme unique, un outil beaucoup plus performant que tout ce qu'on pouvait imaginer à cette époque. Le directeur de l'école les récompense. À 15 ans, Bill Gates touche son premier chèque de $500. À partir de ce jour-là, il a la conviction que fabriquer des programmes, cela peut devenir un vrai business. Ces programmes, finalement, il va considérer que c'est assez facile de les écrire parce que lui, il est très doué, ses petits copains aussi. Ils arrivent à cracher des lignes de code comme ça très rapidement, très facilement. Donc ces programmes, on va les écrire. Ça ne va pas nous coûter grand-chose à les écrire. On va les vendre très très cher et on va se faire un maximum d'argent. Seulement voilà, en cette fin des années 60, gagner de l'argent en vendant des programmes, c'est de la science-fiction. Car l'informatique est encore très confidentielle. Bill Gates, lui, y croit. À la fin de ses années lycée, alors âgé de 17 ans, il n'a plus qu'une ambition, monter sa société de programmes. Mais pas grand monde ne partage son intuition, surtout pas ses parents. Pour eux, leur fils est un extraterrestre. L'informatique était quelque chose de totalement nouveau. La plupart des parents n'y connaissaient rien. Parfois, ils ignoraient même l'existence des ordinateurs. Pour la famille Gates, c'était le cas. Pour eux, leur fils était accro à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Chez les Gates, pas question de gâcher ses études avec ses sottises. La réussite sociale passe forcément par des études de droit pour faire avocat comme papa. Après le lycée, Bill, bon garçon, part à l'autre bout du pays, à Boston, suivre la voie paternelle pour préparer son droit dans la prestigieuse université d'Harvard. Très vite, l'étudiant va être rattrapé par le démon de l'informatique. Bill Gates a 19 ans. Au cours de droit de l'université d'Harvard, il préfère souvent les parties de poker endiablées. Mais en 1974, sa vie bascule. Il vient de découvrir dans un magazine spécialisé cette étrange boîte métallique. Le premier ordinateur à taille humaine de l'histoire vient d'être créé. Une innovation qui passe inaperçue du grand public, mais pour Bill Gates, c'est le signe que son ambitieux projet devient possible. Monty Davidoff faisait ses études avec lui à Harvard. Il se souvient qu'il fallait alors pas mal d'imagination pour se rendre compte que cette machine était l'ancêtre de votre micro-ordinateur. Acheter cet ordinateur à l'époque, c'était comme acheter un ordinateur sans rien dedans. Aucune mémoire, aucun outil. Tout ce que vous aviez, c'était comme une carcasse de métal. Aucun des grands programmes qu'on connaît aujourd'hui n'existait. Pas de Windows, pas de macOS, ni de Word, ni d'Excel. Absolument rien. Pour Bill Gates, c'est une occasion à ne pas rater. Bill et Paul avaient en tête de créer un programme pour que cet ordinateur soit utilisable par tout le monde. Avec son ancien copain de lycée Paul Allen, depuis devenu barbu, il décide de fabriquer un programme pour cet ordinateur. Pendant 1 mois, le duo travaille comme des forcenés. Monty Davidoff leur file un coup de main. On travaillait la plupart du temps tard le soir, parce que Paul avait un boulot à plein temps la journée, et que Bill et moi, on avait nos cours à l'université. Alors on travaillait très tard le soir, et on faisait la grasse matinée, et on retournait en classe l'après-midi. Pour créer leur programme, Bill et Paul n'hésitent pas à utiliser en catimini les ordinateurs de l'université, ce qui est interdit par le règlement. Nous n'avions pas le droit d'utiliser les ordinateurs de l'université pour un projet personnel. En plus, Paul Allen allait dans la salle des ordinateurs alors qu'il n'était même pas inscrit à Harvard.
L'université s'en est aperçue et a mené son enquête pour savoir ce que nous faisions. Je crois me souvenir qu'ils ont réprimandé Bill Gates en lui donnant un avertissement. Ce que tu as fait est mal. Ne t'avise pas de recommencer. Bill Gates se soucie peu des réprimandes de l'administration d'Harvard, car lui et Paul Allen ont réussi leur pari. Voilà le résultat sur cette bande, qui est l'ancêtre de la disquette, le programme qu'ils ont inventé. Bill Gates le vend 3 000 $ au fabricant du premier micro-ordinateur. Bill Gates avait en tête l'idée de monter son entreprise de programme, persuadé de réussir dans ce domaine. Pour lui, le meilleur moyen d'y parvenir, c'était de mettre le pied dans la porte avec ce programme. Il voulait être le premier à vendre des programmes de ce type. Nous sommes alors en 1975. Bill Gates n'a pas encore 20 ans, mais avec l'argent de son premier contrat, il décide de monter son entreprise avec Paul Allen. Il la baptise Microsoft. Un nom qui annonce la couleur. Micro pour petit ordinateur, soft pour programme. Mais à l'époque, se lancer sur ce créneau, c'est encore un sacré pari. Les clients ne courent pas encore les rues. En 1975, dans le monde, il y avait environ 2000 micro-ordinateurs, ça s'appelait même peut-être pas encore comme ça, qui était le marché que visaient les fondateurs de Microsoft. Donc vous imaginez, il fallait quand même vraiment croire au développement de ce marché pour penser qu'on pouvait créer une entreprise commerciale, vendre des programmes et vivre de ce marché-là. Microsoft, une aventure incertaine, mais qu'importe. Bill Gates plaque Harvard aux grandes dames de sa famille. Il a fait le choix de diriger Microsoft au lieu de retourner à l'université. Il me disait qu'il avait beaucoup de pression de sa famille, surtout de son père, pour qu'il finisse ses études et qu'il ait son diplôme. Comme ça, il aurait quelque chose pour se retourner en cas d'échec. Je pense qu'il voulait toujours qu'il étudie le droit, mais lui, il n'a jamais été au bout. De retour sur la côte ouest, le duo Microsoft s'installe dans un petit bureau d'une centaine de mètres carrés dans la banlieue de Seattle. Dans ce building, au 8e étage. En 1978, Microsoft n'est qu'une petite PME de 11 salariés. Voilà l'équipe des débuts. Ils ressemblent plus à des hippies qu'au cadre d'une entreprise. En bas à gauche, ce visage de gamin, c'est celui du boss, Bill Gates. Et c'est lui qui va chercher les clients. À droite, le barbu, c'est son associé Paul Allen. Cette mamie de 69 ans a vécu de l'intérieur les débuts de l'aventure. Myriam Lubo était la secrétaire de Bill Gates. Nostalgique, elle a gardé dans son album photo des souvenirs de cette époque. Ça, c'est l'une des choses les plus précieuses que je possède. Voilà la photo de ce que j'appelle le gang Microsoft. Mon gang, ce sont mes garçons. Aujourd'hui, elle en parle avec beaucoup de tendresse, mais pourtant, au départ, c'était plutôt mal parti. Myriam se souvient encore de sa stupeur le jour de son entretien d'embauche, lorsqu'elle a vu pour la première fois Bill Gates, son futur patron. Ce jour-là, un gamin est entré. Il avait des longs cheveux pas coiffés, un jean et en basket. Il a passé la porte en disant « Salut !» Il s'est dirigé tout droit vers le bureau du boss. Et puis, il est entré dans la pièce des ordinateurs. Je me suis précipitée vers les autres employés en disant « Il y a un gamin qui est entré dans la pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ils ont répondu « Ce n'est pas un gamin, c'est le président. C'est ton boss. » Et j'ai répondu, ce gamin est mon boss? Mais quel âge a-t-il? Oh, il a la vingtaine. Je me suis dit, oh mon Dieu, il aura bientôt 21 ans, ne t'inquiète pas, m'ont-ils dit. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai raconté ça à mon mari qui m'a dit, demain, regarde le livre des comptes et vérifie bien s'il y a de l'argent, car à seulement 20 ans, il ne va jamais te payer. Elle va pourtant découvrir très vite que le jeune patron de Microsoft est un travailleur acharné, doté d'une ambition sans limite. Il était accro au travail.
Il avait une mission. Et il faisait tout pour remplir cette mission. Je suis rentrée au bureau un jour et il était étendu sur le sol. Et j'ai dit à Steve Wood, il s'est évanoui. Est-ce que je dois appeler un médecin? Et Steve m'a dit, non, il s'est juste endormi. Et j'ai dit, mais pourquoi par terre? Il m'a dit, il a dû passer tout le week-end là pour finir un truc. Ne t'inquiète pas, il va se réveiller. Allez prendre une douche chez lui et puis il reviendra. Et je me suis dit, ce garçon est complètement dingue. Il était tellement fatigué qu'il n'avait même pas pu rentrer chez lui. Je ne connais personne d'autre qui puisse faire ça. Obsédé par la réussite de Microsoft, le jeune Bill Gates a peu de loisirs. Si ce n'est une passion dangereuse pour la vitesse, à l'époque, il s'est offert une Porsche 930. Pour se détendre, il adorait conduire vite. Il adorait rouler le plus vite possible sur les routes sinueuses de montagne. Pour lui, tout est un défi. Il veut toujours tester des choses, aller jusqu'à la limite, quoi que ce soit. Quand il conduisait, il avait ce qu'on appelle ici un fuzzbuster. C'est un détecteur de radar que vous mettez dans la voiture et qui prévient quand il y a des policiers sur la route. C'était pour lui un moyen de décompresser. Un moyen pour lui, en se concentrant à 100% sur la conduite, de déconnecter totalement. Un jour, je lui ai dit, « Mon Dieu, Bill, est-ce qu'un matin, je vais me lever et entendre dire que le patron de Microsoft est en prison ?» À cause de sa conduite, Bill Gates se retrouvera en effet brièvement derrière les barreaux en 1977. Mais ce fou du volant va aussi se révéler un stratège hors pair en matière de business. Il va le prouver bientôt en réalisant l'affaire du siècle. À 24 ans seulement, Bill Gates va réaliser l'affaire du siècle. Elle va faire de lui l'homme le plus puissant de l'informatique. Il s'agit d'un contrat en or avec la plus grande multinationale américaine, IBM. 350 000 salariés à travers le monde. Nous sommes en 1980. IBM domine l'informatique avec ses gros ordinateurs encombrants. Mais la mode change, les petits ordinateurs commencent à faire leur apparition sur le marché. Alors IBM va réagir avec son ordinateur personnel. Le voici, c'est le PC. La carrosserie est belle, mais pour qu'il fonctionne, il lui faut encore un cerveau. Il lui manque ce que l'on appelle dans le jargon un système d'exploitation. Et ça, les ingénieurs d'IBM ne savent pas faire. IBM dit, je vais mettre un système d'exploitation dans mon ordinateur. Il se retourne vers ses équipes. Est-ce que vous avez le système d'exploitation? Et là, une nouvelle fois, les gens disent, nous, on n'a jamais écrit ça, parce que nous, on sait faire des choses pour des gros ordinateurs. Pour la petite machine que vous avez en tête, on est incapable de vous écrire ce que vous me demandez, ce système d'exploitation. Demandez-le à l'extérieur. Les ingénieurs d'IBM vont croiser le chemin de notre tout jeune entrepreneur un peu par hasard. C'est la mère de Bill Gates qui va faire les présentations. À cette époque, Mary Gates, sa mère, était l'une des dirigeantes d'une importante association caritative. C'est là qu'elle a fait la connaissance d'un très haut dirigeant d'IBM qui en faisait également partie. Elle a incité ce dirigeant d'IBM à prendre contact avec la société de son fils pour qu'ils se rencontrent et discutent de ce que Microsoft pouvait faire pour eux. D'une certaine manière, on peut dire que c'est la mère de Bill qui a permis cette première rencontre entre IBM et Microsoft. Le jeune Bill Gates, lors d'un rendez-vous en Floride avec les pontes d'IBM, au siège de la firme, va faire preuve d'un culot incroyable. D'abord, il leur promet l'impossible. Leur inventer ce qu'ils recherchent, le système d'exploitation, c'est-à-dire le cerveau de l'ordinateur. Il s'agit là d'un programme autrement plus compliqué que tous ceux qu'il a développés jusqu'à présent.
IBM dit à Bill Gates, est-ce que vous voulez bien faire un système d'exploitation? Est-ce que vous savez faire un système d'exploitation? Et là, c'est un des premiers grands bluffs de l'histoire de l'informatique. Bill Gates répond oui, alors qu'il n'avait jamais de sa vie programmé une seule ligne d'un système d'exploitation, mais il répond oui. Il s'agit d'un mensonge vis-à-vis des dirigeants d'IBM. Mais Bill Gates a en fait une idée derrière la tête. Plutôt que de créer un système d'exploitation, il va tout simplement l'acheter. Car dans la ville, il se souvient avoir rencontré un crack de l'informatique, Tim Patterson, qui bricole dans son coin de drôles de programmes. Il va lui sauver la mise. Nous avons retrouvé ce pionnier de l'informatique. C'est aujourd'hui un jeune retraité. Il vit toujours à Seattle. Ça, c'est mon premier ordinateur que j'ai eu en 1976. Les claviers sont faits maison. Celui-ci, je l'ai fabriqué entièrement moi-même. Mais bien sûr, ce ne sont pas ces ordinateurs bricolés qui intéressent alors le duo de Microsoft, mais plutôt une grosse disquette noire. Elle contient ce qu'il recherche désespérément, un système d'exploitation, fait maison lui aussi. Son inventeur lui a donné un drôle de nom, QDOS. C'est une abréviation peu flatteuse. QDOS, ça veut dire vite fait, mal fait. Parce que je n'ai pas pris le temps de le fabriquer soigneusement. Mon but, c'était juste de fabriquer un programme qui fonctionne sur un ordinateur, sans trop perdre de temps. C'est pour ça que je l'ai appelé vite fait, mal fait. Tim Patterson va céder son invention aux deux hommes de Microsoft pour $50 000. Mais il est loin à l'époque d'imaginer ce que ces deux acheteurs vont en faire. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Nous avons un client qui est intéressé par ton système d'exploitation. » On a tout de suite fait un marché dans lequel ma boîte vendait ce programme à Microsoft, qui lui le proposait à un client alors inconnu. Et par la suite, je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'IBM. Vous avez été surpris? J'ai pas pu être surpris car je me suis pas rendu compte de ce que ça représentait. Ça aurait pu être n'importe quel client, j'aurais dit OK. Je n'imaginais pas du tout l'impact que mon programme allait avoir avec la force commerciale d'IBM. À l'époque, ça m'a dépassé. Bill Gates rebaptise le programme qu'il vient d'acheter MS-DOS. MS pour Microsoft, DOS pour système d'exploitation. Un investissement de $50 000, ça peut paraître énorme. Mais en fait, Bill Gates a un plan pour faire l'affaire du siècle. Car il a une idée géniale. Pas question de vendre son programme à IBM, mais plutôt toucher un pourcentage sur les ventes des PC. La compagnie devra pour chaque ordinateur lui verser environ $3. Il vient tout simplement de signer le contrat de sa vie. C'était un excellent choix stratégique de Bill Gates. Ne pas vendre son système d'exploitation à IBM, mais plutôt leur demander de payer des royalties sur chaque ordinateur équipé avec ce programme MS-DOS. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un PC se vend avec le système d'exploitation de Microsoft, Microsoft gagne de l'argent. C'est une excellente affaire, car le PC connaît un incroyable succès. Dès sa sortie l'été 81, il s'en vend 50 000 exemplaires en 3 mois. L'Amérique découvre alors l'informatique. Le PC envahit les écoles, les maisons et surtout les bureaux. Comme Bill Gates l'avait prédit, l'ordinateur devient un produit de consommation. Les ventes du PC d'IBM se sont tout de suite envolées. Et cela a fait de Bill Gates un homme très très riche. Cela a mis Microsoft sur le devant de la scène. Fini l'ambiance hippie des débuts. La petite PME change aussitôt de dimension. En 1983, Microsoft est une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint les $100 millions et occupe maintenant un building entier. Dorénavant, les cadres dirigeants du groupe posent en costume-cravate pour la photo officielle. Bill Gates a 27 ans, il est ici à droite. Richissime, sa fortune personnelle dépasse les $70 millions. Grâce à ses programmes, il contrôle déjà un ordinateur sur 2. En 1984, le magazine Time le consacre alors comme le magicien à l'intérieur de la machine. Il a définitivement volé la vedette à IBM, mais à l'époque, pour lui, ce n'est pas suffisant.
Roland Hanson en garde un souvenir très précis. Cet ancien directeur de Microsoft a rencontré le jeune patron ambitieux à cette même époque. Il a tout de suite été impressionné par son incroyable assurance. Pendant 4 ou 5 heures, il a fait les 100 pas devant moi. Il m'expliquait sur des tableaux blancs très précisément comment il allait devenir le maître du monde grâce à ses programmes. Et pourquoi Microsoft aussi allait devenir la plus grande compagnie qu'on ait jamais vue aux États-Unis. Cela a duré des heures et des heures. Et finalement, Bill m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors je lui ai dit « Bill, j'en suis convaincu. Tu vas conquérir le monde. » Bill Gates, maître du monde. Mais avant d'y parvenir, il doit régler un problème de taille qui se trouve sur sa route. Celui qui pourrait être un obstacle aux ambitions du patron de Microsoft s'appelle Steve Jobs. Il a le même âge que Bill Gates, 27 ans. Lui aussi a créé son entreprise informatique, Apple, la marque à la pomme. Mais lui, contrairement à Gates, fabrique des ordinateurs. Steve Jobs menace le business de Bill Gates avec une machine particulièrement avant-gardiste, le Macintosh. C'est alors le premier ordinateur à être équipé de cet appendice, la souris. Sur l'écran, apparaissent pour la première fois des icônes et des fenêtres. C'est une véritable révolution, car même un enfant peut maintenant utiliser un ordinateur. Tout cela est possible grâce au cerveau à l'intérieur de la machine, le système d'exploitation conçu par Apple. De la vie générale, il a alors 10 ans d'avance sur celui de l'IBM PC. Ce qui va tout changer, évidemment, c'est le Mac avec l'interface graphique. Donc, à la même époque, on a deux façons d'utiliser l'ordinateur qui sont complètement différentes. Il y a une façon où il faut vraiment taper sur un clavier des suites de caractères qu'il faut apprendre pour ordonner à l'ordinateur de faire quelque chose, alors que de l'autre côté, on a sur l'écran des petites images, des petites icônes qu'on fait bouger avec la souris. Dès sa sortie, le Macintosh se vend très bien. Il ringardise l'IBM PC malgré un prix de vente de 4 000 $, 2 fois plus cher que son puissant concurrent. Bill Gates est particulièrement inquiet. Il doit réagir. Si les ventes des PC s'effondrent, il risque de tout perdre. Nous avons retrouvé à Seattle un ancien ingénieur qui travaillait à l'époque à Microsoft. Marlene Heller se souvient que son patron avait du mal à cacher sa jalousie vis-à-vis de l'ordinateur d'Apple. Bill était obnubilé par le Macintosh, après avoir vu son incroyable graphisme. Il disait « c'est une invention géniale, les gens vont adorer ça. Son système d'exploitation est bien meilleur que le nôtre. Il faut fabriquer le même, mais pour toutes les autres machines. » En somme, c'est très simple. Bill Gates veut percer les secrets du Macintosh, car il veut fabriquer sous sa propre marque un système aussi évolué, avec l'idée de le vendre aux concurrents d'Apple, les PC. Mais comment va-t-il s'y prendre? Depuis quelque temps, Bill Gates travaille régulièrement pour Apple en lui fournissant des logiciels. À l'époque, les ingénieurs d'Apple ne se méfient pas de ce fournisseur. Celui-ci va en profiter pour se renseigner discrètement sur les secrets du Macintosh. Andy Hertzfeld était à l'époque un des responsables du projet Macintosh. Je me souviens très bien la première fois que nous avons montré le Macintosh à Bill Gates. Eh bien, c'était comme si nous lui avions montré son propre avenir. Tout ce qui concerne le Macintosh intéresse Bill Gates. Il est particulièrement intrigué par le fonctionnement de la souris. Il pose des questions, beaucoup de questions. Finalement, beaucoup trop au goût de Steve Jobs. J'étais sur le point de lui expliquer comment marchait la souris, et Steve a pressenti ce que j'allais dire. Et donc il a hurlé « Ferme-la !» très fort. Apparemment, il n'a pas dû voir que j'avais compris. Donc il l'a redit encore plus fort. « Ferme-la !» Et tout le monde l'a regardé du genre « Message reçu ?» Steve Jobs a raison de se méfier, mais c'est déjà trop tard. Car chez Microsoft, une équipe d'ingénieurs travaille secrètement sur un projet de système d'exploitation inspiré de celui du Macintosh, avec des icônes et des fenêtres. Microsoft s'est toujours défendu d'avoir copié le Macintosh,
cet ex-ingénieur de Microsoft nous donne un son de cloche légèrement différent. C'est vrai que le jour où le Macintosh est sorti, mon boss m'en a donné un exemplaire et l'a posé sur mon bureau en me disant « Vas-y, c'est de bonne guerre, vole tout ce que tu peux dessus ». Quelques mois plus tard, en 1985, Bill Gates sort un nouveau système d'exploitation baptisé Windows. Traduction, fenêtre. Il le propose à tous les fabricants d'ordinateurs concurrents d'Apple. Les PC rattrapent une partie de leur retard technologique et en plus, ils sont vendus 2 fois moins cher. La marque de Steve Jobs ne peut lutter. Apple n'avait aucune chance. Avec leur propre système, ils ont voulu faire la plus belle Jaguar. Mais ce n'est pas la voiture que tout le monde peut s'offrir. Ils voulaient la plus belle des machines. C'est ce que Jobs a réussi à faire. Mais c'était beaucoup trop cher. Il a eu ce qu'il méritait. Et nous, Microsoft, on a fait ce qu'on voulait. Une simple Volkswagen, la voiture que tout le monde peut s'offrir. C'était ça, Windows. 10 ans plus tard, 95% des ordinateurs de la planète fonctionnent avec le système Windows de Bill Gates. En 1995, l'homme d'affaires âgé de 40 ans est à son apogée. Son entreprise domine sans partage le monde de l'informatique. Depuis lors, Seattle n'est plus la ville de Boeing, mais celle de Microsoft. Une multinationale qui emploie alors 17 000 salariés. Le nouveau siège, le campus de Redmond, est une véritable ville dans la ville. L'incroyable réussite de Bill Gates fascine toute l'Amérique. Les journaux le présentent en maître de l'univers. Il est même sacré en 1995 homme le plus riche de la planète. Sa fortune personnelle frôle alors les 13 milliards de dollars. Il peut se permettre de construire la maison de ses rêves à quelques kilomètres du siège de Microsoft. Une bagatelle de 100 millions de dollars pour une résidence de 5000 mètres carrés de surface. Plus de 20 chambres, 24 salles de bain, 6 cuisines. Plutôt spacieux pour un couple avec 3 enfants. Bill Gates s'offre même pour 30 millions de dollars le manuscrit original d'un génie visionnaire de la Renaissance, Léonard de Vinci. L'Américain, ce jour-là, ne boude pas son plaisir. Les gens que j'ai toujours admirés le plus depuis que je suis jeune, ce sont les scientifiques. Et pour moi, il n'y a pas de plus grand scientifique et artiste en avance sur son temps et comme précurseur que Léonard de Vinci. Ironie de l'histoire, c'est à cette époque que le magicien de l'informatique va prendre du retard sur son époque et va passer à côté d'une révolution technologique majeure, une erreur qui va mettre en péril sa suprématie. Dans le milieu des années 90, une révolution se prépare. Elle va avoir un impact mondial. Il s'agit d'Internet. À l'époque, Internet n'est utilisé que par une poignée d'étudiants et d'universitaires. Chez Microsoft, certains pressentent qu'Internet va bouleverser notre vie, mais Bill Gates se montre sceptique. Les gens chez Microsoft hurlaient « On doit se lancer là-dedans, il y a plein d'argent à se faire ». Et Bill tergiversait, il disait « Je ne suis pas sûr de vouloir engager toutes les forces de travail de la société dans cette chose. C'est juste un truc pour les universitaires. On verra. Attendons de voir si d'autres arrivent à faire de l'argent avec ». À San Francisco, une start-up californienne a compris qu'Internet va séduire des millions de gens à travers le monde. Son nom, Netscape. La petite entreprise crée le premier logiciel permettant au grand public de surfer sur Internet. On appelle ça un navigateur. À l'époque, Michael Toy faisait partie des ingénieurs de Netscape. En 1994, quand ils commercialisent leur navigateur, le succès est fulgurant. On a conçu le navigateur Internet et dès qu'on l'a lancé, des millions de personnes l'ont téléchargé. C'est là que tout a commencé. C'était gratuit pour les particuliers. Alors si j'étais chez moi et que je voulais un navigateur, il me suffisait de télécharger Netscape. Mais la licence stipulait que si vous étiez une entreprise, il fallait l'acheter.
D'une certaine manière, ça nous a fait une publicité extraordinaire. Parce que plein de gens connaissaient ce super truc appelé Netscape et qu'ils pouvaient avoir gratuitement chez eux. Et ils se rendaient compte à quel point ça pourrait leur être utile aussi dans leur travail. Pour trouver des fournisseurs, chercher des références. Là, ils allaient au service achat de leur boîte pour dire « on veut Netscape ». Et là, ils devaient nous donner de l'argent pour avoir ce navigateur gratuit, qui en fait n'était pas gratuit. Le nombre d'accros de la toile explose. Netscape se répand sur toute la planète et devient l'étendard de la révolution du web. Contrairement à ce que croyait Bill Gates, Internet rapporte beaucoup d'argent. Plus Netscape était vendu, plus Internet était populaire et plus les gens parlaient du web. Et plus des employés de Microsoft disaient « on doit vraiment se lancer là-dedans ». L'un des rôles de Bill Gates à Microsoft a toujours été d'être à l'écoute de ses employés qui livrent bataille sur le terrain. Et c'est là qu'il a dit « ok, on va le faire ». Le patron de Microsoft contre-attaque et lance son propre navigateur, Internet Explorer. Vous savez comment on gagne une course de vélo? Vous ne courez surtout pas en tête pendant toute la course. Vous restez derrière le leader, vous le laissez mener la course, affronter le vent, vous restez dans sa roue, et quand il est rincé, vous le dépassez et vous vous échappez. C'était notre stratégie. Regardez ce que font les autres. Et quand vous voyez là où ils vont pour faire de l'argent, vous les suivez de près. Vous les doublez, c'est comme ça que ça marche. C'était connu. Si vous vous retrouviez dans le collimateur de Microsoft, vous étiez foutu. En d'autres termes, être foutu, ça signifiait être bouffé, avalé par Microsoft. Pour nous, c'est devenu une obsession. On y pensait constamment. Pour rattraper son retard, Bill Gates n'hésite pas à distribuer Internet Explorer gratuitement. En 1998, c'est la faillite pour Netscape. Bill Gates a remporté la bataille d'Internet. Mais un nouveau danger se profile. Car désormais, la justice soupçonne Microsoft d'avoir en sous-main usé de méthodes illégales pour vaincre Netscape. Le 19 octobre 1998, Bill Gates se retrouve devant les tribunaux de son pays. Un procès suivi par les médias de toute la planète. L'affaire est sérieuse car c'est le gouvernement américain qui poursuit la compagnie de Bill Gates. Il lui reproche un des délits les plus graves aux États-Unis, avoir abusé de son monopole pour gagner la bataille d'Internet. La sanction peut aller jusqu'au démantèlement de Microsoft. Bill Gates risque de perdre son empire. Christopher Sprigman faisait partie à l'époque de l'équipe du ministère de la Justice qui enquêtait sur l'entreprise de Bill Gates. Ce procès a eu lieu parce que Microsoft avait une manière très particulière de conduire ses affaires. Leur but n'était pas seulement de gagner des parts de marché, ni d'innover ou même d'essayer d'être plus compétitif. Leur véritable but, c'était d'empêcher toute autre entreprise de programme de les concurrencer et de les battre. Et ça, c'est clairement une violation des lois de la libre concurrence. Quelles ont été les méthodes illégales utilisées par Microsoft pour éliminer Netscape ? À l'époque, la majorité des ordinateurs vendus dans le monde sont équipés de l'indispensable système d'exploitation Windows. Alors, pour forcer les fabricants d'ordinateurs à ne pas installer le navigateur de Netscape, Microsoft va utiliser avec succès une arme redoutable, le chantage. Ils allaient voir les grands fabricants d'ordinateurs comme Compaq et d'autres. Ils leur disaient « Faisons un marché. Arrêtez de distribuer le navigateur de Netscape. Mettez uniquement notre navigateur, Internet Explorer, et l'on saura se montrer reconnaissant. Mais en revanche, si vous refusez notre marché, vous aurez de gros problèmes. Vous n'aurez plus accès à notre système d'exploitation Windows, ce système indispensable pour que vos ordinateurs restent compétitifs. On vous créera des problèmes si vous ne coopérez pas et si vous ne bannissez pas Netscape. Le but de cette stratégie, c'est d'empêcher Netscape d'avoir accès aux consommateurs. Le dossier d'accusation est lourd. Preuve à l'appui, l'enquête va révéler que ce chantage a été mis en place avec l'aval de Bill Gates et de ses lieutenants.
Lors du procès Microsoft, l'Amérique découvre avec stupeur un Bill Gates méconnaissable. Notamment avec cette vidéo de sa déposition que nous montre Christopher Sprigman. Très mal à l'aise, le roi du logiciel ressemble à un garnement pris les doigts dans le pot de confiture. Dans cet extrait, les magistrats l'interrogent sur une expression utilisée par les dirigeants de la multinationale, le djihad Microsoft, c'est-à-dire la guerre sainte de Microsoft contre ses concurrents. Quand votre bras droit, Brad Chase, vous écrit à vous et aux autres dirigeants, nous devons continuer notre djihad. Comprenez-vous alors qu'il fait référence à Microsoft quand il utilise le mot nous? Non. Alors, que voulait-il dire en disant nous? Je ne suis pas sûr. Vous savez ce qu'il veut signifier par l'expression djihad? Aux yeux de la justice américaine, mais aussi pour tous ceux qui le connaissent, le silence de Bill Gates va avoir un effet dévastateur. Toute personne qui a déjà parlé avec Bill Gates sait qu'il a une mémoire extraordinaire. Il peut se rappeler dans les moindres détails de toutes ces discussions, même celles vieilles de 10 ou 15 ans concernant Microsoft. L'idée même qu'il ne se rappelle pas de ceci ou de cela, ou qu'il ne sache plus la signification d'un mot, cela donne clairement le sentiment qu'il joue un jeu. La conséquence de tout cela, c'est que ça a sérieusement entamé la crédibilité de Bill Gates, celui qui était alors encore une icône, un grand héros américain. Le renversement d'image est spectaculaire. Caricaturé dans la presse entière en méchant dictateur, Bill Gates, celui qui quelques années plus tôt était célébré comme le magicien de l'informatique, devient l'incarnation du mal absolu, un homme dangereux. Tout cela est une bien mauvaise publicité pour ses affaires. Pendant le procès, le cours en bourse de Microsoft chute de 30%. La fortune de Bill Gates est même divisée par 2. L'homme d'affaires perd de son assurance légendaire. Il va même craquer. C'est clair que tout le procès et toute la pression qu'il y avait sur Microsoft a pris une tournure très personnelle pour Bill Gates. Il y a un conseil d'administration où il a quasiment fondu en larmes, racontant qu'il avait des problèmes de santé, qu'il n'arrivait plus à dormir la nuit. Son calvaire va s'éterniser 4 ans, le temps de ce procès fleuve. Le juge demande le démantèlement de Microsoft. En 2002, Microsoft est jugé coupable. L'entreprise est mise sous surveillance par le gouvernement avec interdiction de rééditer de telles méthodes. Ce n'est finalement qu'un avertissement. L'empire Microsoft s'en tire bon compte. Mais Bill Gates ne supporte pas que son image ait été si sérieusement noircie. Un problème qu'il va vite réparer. Car depuis quelques années, l'homme le plus riche de la planète s'est transformé en bon samaritain. Accompagné de sa femme Melinda, il parcourt dorénavant les bidonvilles du tiers-monde avec un objectif, mettre fin à la pauvreté et la maladie. La malaria est une maladie terrible. C'est l'une des maladies pour laquelle ma fondation investit énormément. C'est très excitant de venir ici, au Mozambique, pour voir les résultats des premiers vaccins réalisés sur 3000 enfants. Des vaccins qui vont peut-être réduire les effets de la maladie de façon très significative. VRP international de l'humanitaire, il participe au gros concert de charité et porte la bonne parole aux côtés des grandes figures de ce monde, comme ici Bill Clinton, Tony Blair ou le chanteur Bono. Bill Gates ne se contente pas de discours. Il a créé une fondation pour lutter contre la misère. Il y consacre la majeure partie de son immense fortune, plus de 24 milliards de dollars de donations. Ses dépenses dépassent celles de l'Organisation mondiale de la santé. Il est devenu le plus grand donateur du monde. C'est dorénavant à ce titre que la presse parle de lui. Time l'a même consacré homme de l'année 2005.
Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de son engagement pour la santé dans le monde, mais je pense que pour une part, l'impulsion et le moment qu'il a choisi pour s'investir étaient motivés par le désir de redorer son image. Sauver la planète va pourtant devenir un job à plein temps pour Bill Gates. En juin 2008, toute la presse en fait sa une. Bill Gates quitte la tête de Microsoft. Un départ qu'il célèbre en grande pompe au siège de l'entreprise. C'est la première fois depuis que j'ai 17 ans que je ne vais plus consacrer 100% de mon temps à Microsoft. Alors je ne sais pas à quoi va ressembler mon dernier jour de boulot. Ça pourrait être un peu bizarre pour moi. Alors j'ai demandé à quelques amis de m'aider à me préparer. Pour l'occasion, Bill Gates s'est mis en scène dans un clip humoristique. Mec, c'est pas le riff de guitare le plus mortel que t'aies jamais entendu? Des figurants de marque se prêtent au jeu. On en a déjà parlé avant. Le groupe est complet. Désolé, Bill, il n'y a pas de place pour toi. Je suis sûr que tu te demandes qui serait ton meilleur colistier pour la campagne présidentielle. Non, je n'ai pas encore choisi mon colistier, mais je ne suis pas certaine que tu sois fait pour la politique. Hey, salut, c'est Bill. Bill Shatner? De Star Trek? Non, l'autre Bill. Bill Clinton? Aujourd'hui, Bill Gates sillonne la planète avec sa femme pour aider les plus pauvres et les plus défavorisés. Avec sa fondation, il est aux commandes de la plus grande organisation caritative du monde. À 57 ans, celui qui rêvait de conquérir la planète avec ses logiciels s'est trouvé une nouvelle ambition à sa mesure. Être le plus grand bienfaiteur de l'humanité.